Voyage en récit François Angelier. et Geoffroy Scrive. François Angelier, merci. Je suis très honoré de vous Merci à retrouver vous. ici à Paris. Depuis de longues années, vous intervenez sur France Culture dans la fameuse émission Mauvais Ça Genre. fait 25 ans, fin octobre prochain, que l'émission existe et que je m'en occupe comme producteur. Y a-t-il un événement spécial de prévu? Non, il n'y a rien de prévu, sauf peut-être au sein du groupe, mais il n'y a rien de prévu. Enfin, on fera en France. On avait été fêté pour les 20 ans et pour les 25 ans, ce sera plus entre nous. Peut-être que justement fêter les 25 ans d'une telle émission aurait peut-être été Mauvais Genre, justement. Oui, c'est ça, les commémorations ne sont pas très mauvais genre, mais enfin quand même, ça fait toujours plaisir de rouvrir les placards et de sortir les dossiers, de raviver les souvenirs et la mémoire. Alors si nous nous voyons aujourd'hui dans un café, et ça aura son importance, c'est pour parler justement de Georges Bernanos, qui a beaucoup écrit dans les cafés, notamment à Toulon. Vous venez de publier aux éditions Seuil donc cette copieuse biographie, Georges Bernanos, La colère et la grâce. Pour commencer, j'aimerais juste citer ce très court passage. On voit que Bernanos, de même qu'il redoute toute forme d'embourgeoisement, n'a qu'une obsession, tenir, comme l'écrivait Rimbaud, le pas gagné. Non seulement en vivre au créneau et sur la brèche, mais faire de sa vie un enjeu risqué, d'où l'importance de la mémoire de la guerre qui doit fuser. Donc tenir, il doit faire face. Je cite également ce passage. Il souhaite frapper un grand coup sur les âmes, agir surnaturellement par l'écriture, sur le monde qui l'entoure. Et je finirai par celui-ci, d'Emmanuel Berle. Il y a peu d'écrivains qui ont touché à ce point les hommes de ma génération, à commencer par ceux qui ne pensent pas comme lui. D'abord parce qu'il y a chez Bernanos un ton, un jeu de voix, lequel nous change de la tonalité tristement monotone dans laquelle la littérature contemporaine psalmodie ses récitatifs. Ensuite parce qu'il y a chez Bernanos une morale, une hiérarchie des valeurs, toujours contestable, mais toujours maintenue par lui, nous le savons, ce maintien ne va pas sans héroïsme. Chez Bernanos, j'accepte tout, l'antisémitisme même ne me blesse pas. Je sais que Bernanos ne recourait pas au triste dénigrement qui consiste à prêter aux hommes, pour mieux les attaquer, des pensées qui ne sont pas les leurs. À l'intérieur d'une littérature exsangue, Bernanos représente la plus antique tradition de la France, celle du chevalier chrétien, et ses livres sont écrits avec la pointe de l'épée. Justement, ce titre, La colère et la grâce, on avait une citation d'Emmanuel Berle, qui était juif. Je pense à Simone Weil, qui était également d'origine juive. Pourquoi ce titre, La colère et la grâce? Est-ce un appel à la pesanteur et la grâce? Non, absolument pas, mais ça pourrait l'être, car il y a eu entre Bernanos et Simone Weil, non pas un échange et une aventure commune, mais enfin si une aventure commune qui était celle de la guerre d'Espagne et de l'antifranquisme, mais il y a eu l'échange d'une lettre qu'elle lui a adressée, lui témoignant de sa proximité et de son admiration et de sa compassion. Et lettre qu'il a conservée jusqu'à la fin, pliée dans son porte-monnaie, son portefeuille, pardon. Et si vous voulez, effectivement, ça fait partie de ces gens qui ont considéré le catholicisme non pas comme une rente, mais comme une aventure, non pas comme une position sociale, mais comme le risque majeur. Et donc, à partir de ce moment-là, on dépasse, je dirais, les chapelles et même les églises pour se retrouver dans une sorte de fraternité. J'ai presque envie de dire la communion des saints, et c'est ce qui est le cas entre Bernanos, Simone Weil, Antonin Artaud, Drummond, le curé d'Ars, Sainte Thérèse de Lisieux. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Bernanos se plaçait à un point précis où toutes ces figures, comme le disait André Breton dans sa définition du surréalisme, cessent d'être perçues contradictoirement. Voilà. Vous citez beaucoup de noms, mais il y a également chez Bernanos une très grande solitude qui transparaît à chaque page, la solitude de l'écrivain, qui attache une importance à chaque mot, la solitude aussi lors de ses déplacements. Il déménagera 30 fois, il s'expatrie au Brésil pendant longtemps, pendant la guerre, il est rappelé, mais il tarde à revenir, au point que De Gaulle le rappelle. Lors de vos travaux pour aboutir à cette biographie, comment cette solitude vous a-t-elle paru? Est-ce qu'elle pesait à chaque fois dans les travaux que vous meniez vous-même? Moi, j'étais dans la solitude du biographe. Le biographe se doit de suivre et de compatir en permanence à la personne qui est en train de biographier. Ça tient à la fois de la filature, de la psychanalyse,
de la confession et de l'expédition amicale, tout cela. Donc effectivement, il y a une certaine solitude du biographe qui, d'une certaine façon, exclut le monde pour se concentrer sur la figure de son sujet. Et chez Bernanos, alors la solitude de Bernanos, elle est à la fois profonde et relative. Relative parce que nous sommes dans un café, il passait sa vie dans les cafés, non pas pour tailler le bout de gras et voir passer les heures, mais simplement pour y écrire. Et il n'a jamais écrit que dans les cafés. Pour deux raisons. La première, c'est que sa vie familiale était assez tumultueuse et qu'il avait besoin de s'éloigner un petit peu de ce capharnaüm carnavalesque incessant qu'était sa vie de famille avec sa femme malade et ses enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui menaient une grande tribulation. Donc il avait besoin de ça. Donc il était dans les cafés. C'était très étrange puisqu'il s'isolait pour pratiquer au milieu de la foule, danse ou peu danse, pour pratiquer des exercices véritablement de mystique, de descente en soi. D'oraison. D'oraison presque, d'oraison plume en main, au cœur de soi-même, dans une nuit où il voyait se développer ou mourir, naître, mourir ou se développer ces personnages. Donc le café est à la fois pour lui l'expérience de la plus extrême solitude, parce que pour écrire ce qu'il a écrit, on ne peut être que très seul. Et dans une nuit totale, solitude du pèlerin, solitude de l'ermite, solitude du mystique en oraison. Et en même temps, Bernanos était au milieu des gens, participait aux conversations, réagissait, se battait quand il fallait, buvait son café au lait avec une mouche dedans, comme il dit, écoutait les gens, se frottait un peu à la rumeur du monde. Donc il y a à la fois une très grande solitude, mais c'est une solitude peuplée, comme on dit. C'est un petit peu la solitude du père Guy Gilbert qui trouve oraison dans les cafés et les boîtes de nuit. C'est un peu ça. Et qui réagit également. Je ne comparerai pas Bernanos à Guy Gilbert. Mais ça me fait penser à cette oraison. Disons qu'on peut aller chercher sa solitude dans ce type d'endroit. Et puis il l'écrit, là donc nous sommes à la fin de cette biographie, mais je suis seul. Je reste seul, non par goût de la solitude, mais parce qu'un homme seul est capable de dire ce que j'ai sur le cœur, et que par exemple, la libération, à la fin de la guerre, a été pour les 3/4 une escroquerie, et l'épuration une imposture. Oui, alors si vous voulez, ça c'est la troisième solitude de Bernanos, c'est celle qui fait que cet homme qui s'est condamné, je ne dirais pas à la misère, mais à la gêne matérielle et à vivre au jour le jour, véritablement, s'y est condamné lui et les siens, a pratiqué, je veux dire, a choisi cette vie, parce qu'il aurait pu choisir une vie radicalement différente. Dans les années 20, il était inspecteur des assurances, il résidait bourgeoisement en province. On pourrait imaginer ce qui est une aberration et une sorte de monstre, un Bernanos installé dans la littérature, écrivant dans les revues, donnant des conférences, des cycles réguliers, et puis produisant une œuvre qui est à la fois sincère, mais qui en même temps s'harmonise assez bien avec le discours. Et bon, il a choisi évidemment radicalement le contraire, dans une espèce de solitude totale. Et cette solitude qu'il a choisie, solitude totalement en rupture avec le concert social, avec la mondanité, avec la société littéraire, c'est uniquement pour être sûr qu'à tout moment, en tout lieu, il soit susceptible de dire très exactement ce qu'il avait choisi de dire, sans que rien n'interfère pour brouiller le message, pour l'amoindrir, pour l'arrondir, pour le rendre digérable ou valable, pour garder cette espèce de puissance d'assaut, puissance d'effraction qu'a eu la parole de Bernanos. Et là, l'exemple que vous citez est très clair. Vous imaginez bien que tenir les propos qu'il a tenus entre 1945 et 1948 sur la France libérée et la France épurée, vous condamnez à une solitude totale. Quand il revient en 1945 du Brésil, il est salué unanimement par tout le monde. Bernanos revient, vive Bernanos. De Gaulle jusqu'au dernier des journalistes communistes, il est accueilli à bras ouverts. 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, en 1946, on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il se taise. Oui. Oui, et lui exprime sa honte par rapport à ce qui se passe à l'époque. Une honte par rapport au procès de Pétain, par exemple. Oui, enfin, une honte par rapport, si vous voulez, c'est l'éternel problème avec Bernanos. Il pense que les gens peuvent, grâce à la technique, avec le temps, la patience, on peut gagner la guerre, mais on est à peu près sûr de perdre la paix.
puisque la victoire reste qu'une sorte d'exception, elle ne s'étend pas à la société. La victoire reste strictement matérielle, la leçon de la victoire n'est jamais tirée. Aurait-il pu s'entendre avec quelqu'un comme Ernst Jünger, qui lui aussi a fait la guerre, mais qui avait écrit aussi La paix? Avait-il eu connaissance de ce livre? Ça, je ne peux pas vous le dire, puisqu'on a très peu de renseignements sur les bibliothèques et les lectures de Bernanos. Le livre, il ne le cite pas. L'a-t-il lu? Je ne sais pas. Vous savez quand il a quitté la France pour les Baléares, il a laissé derrière lui tous ses biens. Oui. Donc, plus un livre n'est là. On aimerait avoir la liste de ce qu'il avait. Quand il a itinéré au Brésil, il avait sûrement quelques livres, mais qu'il laissait, qu'il pourrissait sur place. Donc je ne sais pas très exactement ce qu'a lu Bernanos. On sait ce dont il a parlé, dont il parle. Balzac, Drummond, Maurras, les poètes. Par moment apparaît une lecture comme ça. Oui. Mais oui, il aurait pu s'entendre avec Jünger, parce que je pense qu'ils avaient la même conception et de la guerre et de la victoire. Et puis, il y a beaucoup d'auteurs qui passent. Alors, vous avez cité quelques-uns, Drummond, Maurras, il y a aussi Barrès, Léon Bloy, Paul Claudel, Huysmans, Maritain, Hello. Et on s'attendait aussi peut-être à voir Joseph Malègue. Oh non, pas du tout. Enfin, il a peut-être lu, mais c'est là où la différence de Bernanos est extrêmement claire. C'est que ça n'est pas du tout quelqu'un, ça n'est pas un écrivain, c'est pas un homme de lettres. Oui. C'est un homme qui a écrit, mais c'est tout sauf un homme de lettres. Donc il n'est pas un érudit, il n'est pas un curieux, surtout pas un curieux. Il se tenait, j'imagine, au courant de ce qui paraissait, mais donc il n'y a pas, si vous voulez, avec Bernanos, on a 3 volumes de lettres, il n'y a absolument pas ce qu'on trouve chez un Gide, un Valéry, un Larbeau, ces grandes correspondances littéraires qui sont des histoires de la littérature en elle-même. Oui. Avec Bernanos, on est dans d'une prose restreinte, minimum, on passe un message, on témoigne on répond à une demande et tout, mais il n'y a pas ça. Donc je ne sais pas s'il a eu Joseph Malègue, pas à ma connaissance. Et le message, c'est toujours témoigner d'une lucidité pour atteindre une vérité. Absolument. Ça, c'est incontournable. Faire en sorte que la vérité soit toujours à portée de plume et à portée de voix. Éviter absolument de faire de la vérité une chose encombrante, qu'on dissimule et qu'on cache. La vérité doit être en pleine lumière. Et c'est cette lumière qui coûte, et c'est cette lumière qui a été l'unique souci de Bernanos. Et par la prière, parce qu'il prend des moyens pour exprimer cette vérité. Il prend le moyen de sa plume, il prend le moyen de la prière, et derrière cela, il s'attaque à plusieurs cibles, si j'ose dire. Il y a la bourgeoisie, le confort et le conformisme, une certaine technocratie, qu'il traduit dans la grande peur des bien-pensants. Il y a deuxième cible, c'est la science, la machinerie, on voit ça dans La France contre les robots. D'ailleurs, il rejoint les mises en garde aussi de Simone Veil là-dessus, sur la technique. Non, mais la Bernanos avec Simone Veil annonce toute cette ces catégories d'auteurs comme ça qui apparaîtront après-guerre, les Jacques Ellul, les Bernard Charbonneau, et puis certains milieux écologistes comme ça, bien sûr. Non, il s'intègre parfaitement dans une réflexion sur le monde et la technique, qui est effectivement déjà qui démarre chez lui au début des années 30, c'est à la fin de la grande peur des bien-pensants. Et par rapport à cette technique, il oppose quelque chose de très étonnant, je vous cite. Le monde moderne n'arrachera jamais, sinon peut-être de son cerveau, de son cœur, du moins de ses entrailles, la notion chrétienne de l'amour absolu, 1000 fois plus exigeante et plus stricte dans son inflexible pureté qu'aucune justice. L'amour absolu, donc il donne le cap tout de suite, quoi. Bah oui, pour lui, c'est l'unique chose qui existe. La seule chose qui compte pour Bernanos, c'est de vivre en chrétien et de vivre selon l'Évangile. Bloy disait qu'il vivait selon l'absolu, il vivait à la lumière de l'absolu. En tout cas, il tendait au maximum à y arriver. Bernanos, c'est pareil. Je veux dire, c'est cette exigence spirituelle permanente et radicale qu'il a habité et qu'il a tenu toute sa vie. Est-ce que c'est ça qui doit nous animer aujourd'hui, nous éclairer en tant que chrétiens sur cette antenne de RCF? Est-ce que ça peut être un modèle aujourd'hui en 2022 pour éclairer notre foi? Je pense d'ailleurs qu'on est confronté à une sous-utilisation, je ne sais pas si le terme est le juste, c'est bon, ou une sous-mobilisation de toutes ces grandes figures d'écrivains catholiques, même si le terme
aurait été refusé majoritairement de catholiques qui écrivent des livres, comme disait Bernanos, parce qu'il y a là à la fois la puissance du message et de Oui. l'écriture, le génie de l'écriture, mais en même temps une exigence spirituelle qui a totalement disparu. Vous n'avez plus aujourd'hui de grands débats théologiques, de grandes figures au sein du clergé pour s'exprimer sur des questions intellectuelles. Bon, tout ça a disparu. Pour ne pas parler des histoires de pédophilie qui ont véritablement sabordé et naufragé l'image sociale du catholicisme français et international. Donc, indépendamment de tout ça, les seules choses qui nous restent, à mon avis, ce sont ces formidables, c'est comme des statues de l'île de Pâques, Oui. ou la vallée des rois, ces formidables personnages, ces formidables figures qui, de Joseph de Maistre jusqu'à Louis Massignon, en passant par Barbé, Huysmans, Blois, Claudel, Maritain, Mauriac, nous restent, alors avec leur vie de pêcheurs, de pauvres pêcheurs, mais au moins avec une puissance de feu, une Oui. puissance de feu littéraire et spirituelle extraordinaire. Et je pense qu'on devrait, au sein de l'Église, beaucoup plus solliciter ces figures-là, bien évidemment. Ça, moi, aujourd'hui, c'est le seul conseil que je donnerais. Je ne me permettrai pas de donner des conseils en matière morale ou spirituelle, mais la seule chose que je connais un peu et que je revendique et je conseillerais, c'est lisez ces auteurs. Est-ce que vous regrettez un petit peu comme Jean-Marie Roire que plus aucun prêtre aujourd'hui, ou presque, ne soit capable ou n'ose, par exemple, citer quelqu'un comme Bossuet en homélie? Mais bien évidemment. Bien évidemment. Tout ça au profit de quoi? Au profit d'une espèce de volonté de séduction, de volonté justement d'éviter de marquer sa différence. Alors à force de refuser d'habiter son propre domaine, de marquer sa différence et de vivre selon la singularité profonde qui est celle de la foi chrétienne et de l'histoire de l'Église, à force de faire ça, on se dissout. Oui. Et je crois qu'il y a une volonté de séduire et une volonté d'accommodement qui est extrêmement dommageable et qui risque d'être totalement fatale. Ah oui, c'est vrai que alors, de citer Bossuet dans un sermon, ce serait déjà scandaleux, mais alors, parlons pas je sais pas, il y a tous les autres. Fénelon, je ne parle pas de Léon Bloy ou d'Ernest Hello. Léon Bloy a été cité par le pape actuel. Oui, alors ça c'est c'est quand même une nouveauté, ça. Alors, et néanmoins, il n'oublie pas la charité. Je veux dire par là qu'on fait des rencontres dans ce livre. Donc, on a cité quelques auteurs, on a cité Simone Veil. Il y a Philippe Soupeau, anciennement Oui, dadaïste, qui arrive. Ça, j'ose dire, c'est entre guillemets le bénéfice de la Seconde Guerre mondiale et de la France libre. Oui. C'est-à-dire que pour faire en riposte intellectuelle et politique à l'hitlérisme, beaucoup de gens se sont mobilisés dans tous les milieux et brusquement on arrive à avoir des rencontres uniques. Par exemple, Soupeau-Breton, mais Soupeau, quand il rencontre Breton, n'est plus le surréaliste qu'il a été, l'auteur des champs magnétiques et tout ça. Oui. Donc effectivement, Soupeau-Breton, effectivement, même Artaud-Breton, à une époque où Artaud est encore pas loin des surréalistes, et Breton Bernanos. On a des documents d'après-guerre où André Breton se déclare admiratif et proche de Bernanos. Oui, des Bretons qui jadis étaient l'ami de Jacques Rigaud, par exemple. Enfin, absolument, c'est complètement deux mondes très différents, quoi. Mais là, c'est des formes de fantassins, de maquisards, c'est des gens qui font sécession et qui sont en guerre contre la société. Donc, parce qu'ils avaient eux-mêmes connu la guerre de 14-18. Voilà, Philippe mais Soupeau disait ça. Je crois que c'est l'expérience fondamentale. C'est l'expérience absolument fondamentale, c'est celle de la Première Guerre mondiale, car on ne revient pas de la Première Guerre mondiale. Moi, je pense qu'ils sont restés dans les tranchées. Et puis, il a fait toute la guerre jusqu'en 19. 19, voilà. Donc, si vous voulez, c'est cette masse de souvenirs, d'impressions, de leçons. Il y a là quelque chose, une espèce de matière noire dont Bernanos ne s'est jamais séparé, qu'il n'a jamais monnayé et qu'il n'a jamais tenté de faire valoir, qui est resté comme une sorte de souffrance enfouie. Et ça, c'est fondamental. Et là, vous avez une autre communauté, c'est justement la communauté des anciens guerriers, dont il parle en permanence comme d'un clergé à part, comme un ordre de chevalerie, ceux qui ont connu le front, ceux qui ont connu le feu, ceux qui ont vu la mort de près, qui ont laissé un membre de leur famille, ou même un membre au sens physique du mot. Il y a là, et il ne cesse, et jusque dans les années 30, et même après, d'évoquer le fait que toute cette communauté qui avait des choses à dire a été mise à l'écart pour que les affaires reprennent
et que la popote politique puisse recommencer son petit train-train, quoi. Je reviens à la charité, et elle me transparaît, il me semble, à travers ce passage. Nous sommes à la fin de la biographie, nous sommes en 46. Vous écrivez « La dernière lettre de Bernanos en 46 est un acte de pure charité, une demande de grâce pour le romancier, historien et journaliste Lucien Rebattet, frappé d'indignité nationale et condamné à mort. » Lui-même qui disait, d'ailleurs Rebattet, qu'il avait, au micro de Jacques Chancel, qu'il avait été sauvé par la mort de Brasillac. On se dit, quand on lit, je sais pas, mais moi j'ai eu la chance de lire Les Deux Étendards, il faut quand même s'armer de patience, quand on lit Les Décombres, c'est très très loin de Bernanos, et pourtant, voilà, il a un acte de charité pour demander la grâce de Lucien Rebattet. Oui, d'une part, il y a l'acte de charité pour demander la grâce pour un écrivain, et puis surtout pour prendre position dans les débats qui étaient ceux d'après-guerre de l'épuration, où grosso modo, on se payait à bon compte sur le dos des écrivains et des journalistes. Tout le monde n'a pas été traité de la même manière. Mais parce que les écrits restent. Bien, oui, absolument, tout à fait. Donc, je pense pas que la lecture de Rebattet ait beaucoup exalté Bernanos, mais en tout cas, il a tenu à lui manifester. Ils se sont connus. D'ailleurs, il est assez dur avec Bernanos dans les... Et encore, c'est pas avec lui qu'il est le plus dur dans les décombres, mais ils se sont connus, je pense, à l'époque de l'Action française. Donc, je pense pas que ce soit ça qui ait fait que Bernanos ait témoigné, mais c'est surtout pour protester par cet engagement contre la manière dont la France était, paraît-il, épurée. Et puis il y a Stefan Zweig qu'il le rencontre mais qu'il n'arrive pas à sortir de sa route néfaste. C'est un extraordinaire face à face, totalement imprévisible et en même temps parfaitement évident et logique, de ces deux hommes déracinés de la vieille Europe, l'un de l'Europe internationale de la culture, de l'humanisme et des lettres, c'est Zweig, et l'autre de l'Europe anciennement monarchique, de l'Europe et de la chrétienté, et ça c'est le cas de Bernanos. Et ces deux solitudes, ces deux hommes arrachés au même pays, mais pour des raisons et des univers différents, se sont retrouvés face à face, et on imagine la tendresse de Bernanos pour Zweig, je veux dire, la tentative désespérée, parce que ça, il y avait chez Bernanos une capacité à lire les âmes immédiatement, une espèce de transparence, il voyait tout de suite à qui il avait affaire, et il a tout de suite vu que Zweig avait déjà pris le chemin de la mort, enfin je veux dire, et c'est vrai que c'est le face-à-face totalement qui aurait été impossible dans les années 20 et dans les années 30, mais qui là on est presque dans une sorte de communion des saints, quoi. On est dans une situation où on n'en est plus à régler des comptes politiques, idéologiques, ethniques. Maintenant on est dans deux grandes solitudes, et voilà. Et puis il y a aussi le père Bruckberger qui intervient là, qu'on connaîtra ensuite. Alors, Bruckberger, c'est un personnage important dans la vie de Bernanos. Il est fasciné par Bernanos, c'est d'abord un lecteur. Oui. Ensuite, il le rencontre à Paris quand Bernanos revient d'Espagne. Il y a tout de suite une communion. Et il prend en charge la famille Bernanos. Oui. Il la prend en charge, il se quitte, il ne se voit plus pendant la guerre, mais il continue d'avoir des liens au travers des manuscrits et tout. Et après la guerre, les choses recommencent avec l'affaire du dialogue des Carmélites. Donc Bruckberger est très contesté dans son rapport à Bernanos, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Puis il y a les films aussi. Et puis il y a eu ce film, donc Bernanos devait écrire les dialogues ont été refusés, mais Bruckberger a eu quand même le courage et la volonté de maintenir Bernanos au poste de dialoguiste. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage est contesté et contestable de Bruckberger, mais il y a quand même un engagement très, très fort dès le départ pour Bernanos. Alors, vous parlez de saints, il y avait des saints. On en peut en citer au moins deux. La première, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Jeanne, qui porte le même. Enfin, sa femme porte ce prénom-là, d'ailleurs. Comme Léon Bloy, d'ailleurs. Comme Léon Bloy. Et puis il y a Charles Le Foucault. Alors, je me suis demandé aussi, dans tous ces auteurs de cette époque, tout à l'heure, nous parlions des surréalistes, avait-il lu ou avait-il. Je ne sais pas, mais que pensait-il peut-être du Jeanne d'Arc de Joseph Delteil ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je pense que ça ne devait pas lui déplaire, parce que c'est un livre qui a fait scandale. Oui. Qui a suscité des pamphlets, des polémiques. Je crois que Delteil était soutenu par Claudel. Je pense que Bernanos, en tout cas Bernanos, ne s'est pas publiquement opposé à Delteil. Qu'en a-t-il pensé ? J'en sais rien, mais c'est vrai que la Jeanne de Bernanos participe d'une sorte de vision
selon l'enfance, selon La Jeanne de Bernanos ou de Delteil? Non, celle de Bernanos est une des incarnations les plus fortes de l'enfance. Et ça, je pense que dans cette espèce de fraîcheur comme ça, de verdeur, il y a moyen pour les deux visions de communiquer. Et puis il y a le mal. Oui, Alors là, il n'y a pas de charité possible. Il le désigne. Il désigne Satan. Enfin, d'ailleurs, sous le soleil de Satan. C'est quand même un livre remarquable. Et il y a toujours ce combat âpre, dur à mener, une exigence qui passe par une épée qui est sa plume, quoi. Ça, c'est dans toute l'œuvre. Absolument. Alors là, il faut effectivement distinguer parce que pour Bernanos, le mal, Bernanos n'est pas gnostique ni manichéen, mais néanmoins, le mal est pour lui une puissance personnelle, une puissance autonome, oui. C'est-à-dire qu'il y a une identité du mal et une action spécifique du mal. Bon, à partir de là, il faut arriver à la saisir et à en capter les modalités, la morphologie, l'action, la nocivité, Oui. la toxicité. Donc ça commence en 1926 avec Sous le soleil de Satan, où en définitive c'est un livre qui marque, je dirais, la fin de toute une vision traditionnelle du mal et du malin, celle d'un malin faussement amical, séducteur. On le voit bien dans le duel avec l'abbé Donissan. Voilà, qui porte un peu quelque chose d'attrayant et qui ment avec un brio. Il y a encore quelque chose de lointainement méphistophélique dans tout cela. Donc mais c'est un mal là c'est une des dernières incarnations de ce type de figure de Satan. C'est un soleil quand même qui va vers son crépuscule. Et puis à l'autre bout, il y a ce personnage absolument extraordinaire, qui est une des plus grandes figures littéraires qui existent, qui est Monsieur Wynne. Oui, je pensais à lui. Qui est le mal d'après la mort de Dieu, qui est un mal dépressif, mou, qui n'est plus une machine à verser le sang, mais à créer le vide, une sorte de machine à procurer le néant, d'une certaine façon, à fabriquer du vide. Dont nous sommes très très proches aujourd'hui, dans l'état de notre société. Absolument. C'est en cela que Bernanos est actuel, peut-être. Oui, parce que justement, là, il est confronté à une sorte de vision du mal. Cette vision ultime est une vision avachie du mal. C'est pas du tout une vision flamboyante. Et ça, c'est une vision très moderne, qui est d'ailleurs celle un petit peu justement de cette période. C'est un livre qui paraît dans les années 40 et qui est en communion avec toute une sorte de vision grise comme ça, du mal qui est assez... Et c'est un livre extraordinaire. Pour finir, parce que malheureusement nous arrivons au terme de cette émission, mais quel livre en particulier de Bernanos avez-vous le plus de joie à relire de temps en temps, auquel recourir, et auquel vous pourriez nous inviter à recourir? Je pense qu'il faut lire les grandes méditations, le couple que forme La grande peur des bien-pensants et Les grands cimetières sous la lune, qui bizarrement sont des livres qui s'articulent parfaitement et qui sont à lire, où là on entend d'une part la voix de Bernanos, cette espèce de... la manière dont sa voix se pose, enfin il y a toute une sorte d'adresse au lecteur comme ça qui est extraordinairement forte. Il y a la France contre les robots, ça c'est pour les non-fictions. Et puis pour ce qui est, je dirais, moi c'est Journal d'un curé de campagne. Oui. Toujours. Ça, vraiment, pour moi, c'est un classique universel qui dépasse totalement la volonté de peindre la vie quotidienne d'un prêtre en milieu rural à telle période de l'histoire de la France. On est dans une sorte de... C'est le livre qui a constitué le prêtre catholique en mythe littéraire universel. Comme avant, on avait eu le chevalier, le savant, le corsaire, le marin. Là, nous avons le serveur des âmes. Les amoureux. Là, on a véritablement l'apparition du prêtre et du prêtre en plein sacerdoce jusqu'à la mort, comme une vérité humaine universelle. Est-ce que c'est avec ce compagnon que nous pouvons nous demander justement aujourd'hui où sommes-nous? Ce qu'il dit, heureux l'écrivain, on pourrait dire heureux le chrétien, vagabond, qui peut répondre, qui eut le droit de répondre. Que vous importe, nous sommes loin. Nous sommes invités à aller à l'accompagner sur cette distance, sur cette hauteur peut-être. Oui, absolument. Il faut toujours être ailleurs. Il ne faut jamais être l'otage de rien. Il ne faut jamais être asservi à aucun diktat, à aucune discipline de parti, à aucune, je dirais,
loi interne des milieux, de la médiocrité comme ça. Il faut être toujours ailleurs, il faut toujours être en route. Se poser Il faut une question. toujours Oui. être sur la route, il faut toujours être ailleurs, il faut toujours être en position de repartir. La foi au prix du doute, un petit peu de Jacques Ellul, La foi au prix du doute, je sais pas. La foi au prix de la, pour avancer quoi. au prix surtout de la nuit, c'est-à-dire C'est ça. la foi dans la nuit et coûte que coûte. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci à vous.